Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier live All Pilots où on va parler en direct du salon Aerocollector à Paris Porte de Charenton. Alors c'est une première pour moi, c'est une première pour la chaîne. On va tester un tout nouveau studio pour faire plein de vidéos comme ça, un maximum possible. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à bien sûr discuter sur le chat. Et voilà, bienvenue à ceux qui sont sur YouTube, bienvenue à ceux qui sont sur Twitch et surtout bienvenue à ceux qui sont sur TikTok. Je vais vous faire une petite intro pour vous parler du salon Aerocollector. Donc bienvenue dans ce live exceptionnel en direct du salon Aerocollector Paris 2026. Aujourd'hui, on est ensemble à l'espace Charenton pour un week-end 100% aviation avec plus de 1000 m² d'exposition et près de 60 exposants. Et surtout des passionnés venus des quatre coins du monde pour partager la même chose que nous, cette fascination pour les avions et leur histoire. Donc que vous soyez collectionneur, pilote, futur pilote ou simplement curieux, ici c'est clairement le paradis. C'est blindé de maquettes d'avions anciennes et modernes, des instruments de cockpit, des affiches vintage, des documents historiques, des livres très très rares ou des livres encore plus d'actualité. Il y a de quoi passer des heures à fouiller, discuter, apprendre et surtout dénicher la pièce unique. J'ai eu la chance de trouver plein de choses très intéressantes hier. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que ce live va durer toute l'après-midi jusqu'à 17h30. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous habitez à Paris, dans la région parisienne, je sais qu'il fait beau, mais bon, quand même, venez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc, ce qui est génial dans ce salon, c'est que derrière chaque objet, il y a une histoire souvent racontée par quelqu'un qui la connaît parfaitement. Et c'est ce qu'on va faire tout l'après-midi avec des exposants qui vont venir nous montrer les objets qu'ils ont. Et surtout, ces objets-là, il y a toujours une histoire, quelque chose de très passionnant à voir. Et ça va durer toute l'après-midi. Et en plus, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec nous sur les questions. Jonathan qui a la technique, qui lui sera mon ange gardien pour toute la journée. Il a accès au chat avec les questions les plus pertinentes parce que malheureusement, moi, avec la technique qu'on a, j'ai du mal à voir le chat. Ça, c'est des petites questions qu'on va régler pendant toute la journée. Donc, n'hésitez pas quand même à poser vos questions et sur les trois médias que sont TikTok, Twitch et YouTube. Et cette édition de 2026, elle est encore plus spéciale. Ben oui, parce que vous le voyez ici devant, si vous avez un plan large, ce magnifique objet, on célèbre ici un moment absolument mythique de l'histoire de l'aviation. Eh bien, c'est les 50 ans du premier vol transatlantique du Concorde vers le Brésil, réalisé le 21 février 1976. Air France a fait tout un événement là-dessus. Et aujourd'hui, pour marquer cet anniversaire, eh bien, le musée Air France, partenaire de l'événement Aerocollector, est présent sur le salon avec des contenus et des intervenants passionnants. Et surtout, ça c'est le gros moment, on a la chance d'avoir avec nous François Adibi, ancien pilote de Concorde. J'ai fait plein de teasers que vous avez pu voir sur ma chaîne sur le Concorde. Et il viendra nous présenter et dédicacer, et si vous voulez vous faire dédicacer son nouveau livre, Concorde, notre part de rêve. Donc on va parler avec lui, ce sera en fin d'après-midi pour clôture cette magnifique journée. Et vous aurez l'occasion de lui poser les questions que vous voulez. Et il va vous faire vivre des anecdotes directement sur quelqu'un qui a volé à plus de Mach 2. Et je peux vous dire que des gens qui ont volé à plus de Mach 2, eh ben, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense. Donc restez bien avec nous. Pendant la durée de live, je vais vous emmener parler avec des exposants, ça je vous l'ai dit. Et surtout, ce live est interactif. Et petit rappel pour certains, si certains d'entre vous comptent venir, le salon est ouvert de 9h30 à 17h30. L'entrée est à 10 €, gratuite pour les moins de 16 ans et les billets sont vendus malheureusement uniquement sur place. Installez-vous confortablement, que vous soyez sur Twitch, YouTube ou ailleurs, et je me parle bien de TikTok. Et dites-moi dans le chat d'où vous regardez le live et surtout ce que vous voulez voir en premier. Et c'est parti. Et notre premier invité. Donc Thierry, présente-toi. C'est la première fois que tu viens au salon ? Donc, les maquettes d'agence, pour que vous sachiez, pour les plus jeunes d'entre nous, les gens ont tendance à réserver leurs billets d'avion maintenant sur Internet et ne vont plus se rendre en agence, ce qu'on faisait il y a encore quelques années. Et vous pouvez aller souvent, il y a pas mal d'agences qui font toujours ça. Et on a toujours vu dans ces agences de magnifiques maquettes. Et toi, tu t'es spécialisé là-dedans. Exactement. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60, 70, même jusque dans le début des années 80, la publicité se faisait principalement par l'objet. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, effectivement, et puis la disparition progressive des agences de voyage, on achète son billet par Internet, tous ces objets ont quasiment disparu. Alors qu'à l'époque, les compagnies investissaient énormément dans la publicité, elles faisaient beaucoup la promotion de leurs avions, puisque avec l'arrivée des premiers 747, il n'y avait que les grosses compagnies qui avaient les moyens d'avoir ces avions. Donc, ils faisaient des maquettes qui étaient fabuleuses, certaines qui faisaient plusieurs mètres de longueur, avec... Pour certaines, on voyait tout l'intérieur, ce qu'on appelle les écorchés. Et ce sont des objets qui sont très difficiles à trouver parce que ce n'était pas fait
ils n'étaient pas fabriqués pour le public. Et donc, c'est un peu ma quête, c'est de retrouver ces témoins d'une époque un peu disparue où l'aviation était associée au luxe. Ouais, cette notion de voyage qui est un peu perdue aujourd'hui, où les gens prennent l'avion comme on prendrait la voiture ou le train, malheureusement. C'est vrai qu'avant, il y avait cette notion de voyage où les gens s'habillaient bien, c'était un événement. Et je me rappelle que ces maquettes, aujourd'hui, de toute façon, elles sont plus fabriquées, ou il y a encore des compagnies aériennes qui les font quand même. Il y a des constructeurs de maquettes qui continuent à les faire, ou c'est vraiment quelque chose qui est tombé, qui est pas tombé dans l'oubli, mais qui ne se fait plus du tout? Alors, les compagnies commandent encore quelques maquettes, mais très peu. En général, c'est pour orner le siège de leur compagnie. Elles sont vraiment fabriquées à très peu de pièces. Par contre, il y a toute une émergence de maquettes qui sont fabriquées cette fois-ci pour les collectionneurs, mais qui n'ont plus la même vocation. Elles ont été fabriquées pour le particulier, on peut les trouver dans le commerce, mais ce ne sont plus les objets publicitaires tels qu'ils étaient fabriqués à l'époque. De l'époque. Parce que moi, je me rappelle d'avoir vu, notamment chez mon cousin, qui avait une agence qui avait fait faillite. Et il avait récupéré une magnifique maquette de 747 d'Air France, une version classique, je pense un 200, immense. Alors, le seul problème de ces maquettes, c'est savoir où les mettre quand on a chez soi, et si, bien évidemment, madame est d'accord pour avoir ça en plein milieu du salon. Moi, je suis pour. Parce que j'imagine que ça va être un peu le sujet numéro 1. Voilà, mais j'ai le même problème. J'ai le même problème, c'est que j'ai des maquettes, j'en ai beaucoup, T'en as mais combien? pas à la maison. J'en ai plus de 2000. Mais bon, elles sont pas toutes. Elles vont de quelques centimètres, et les plus grosses font plus de 3 mètres, 3 mètres 40. C'est quoi le plus grand que tu as? Alors, j'ai 2 maquettes qui sont très grandes. J'ai une Caravelle qui est toute en plexiglas, qui fait 3 mètres 40, qui a été exposée au Salon du Bourget en 1959. Waouh! Et j'ai un Mercure en couleur d'assaut. Ouais. Qui fait à peu près la même longueur, effectivement, qui a été fabriqué probablement aussi pour un salon. Ça, c'était les maquettes, ça aurait été plutôt les maquettes de constructeurs pour celle-là, ou pour eux, pour exposer. Tout à fait. Et donc, ça, 2000 maquettes, ça prend de la place. Donc, tu as décidé de faire un musée, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'une fois à la retraite, puisque tant que j'étais en activité, je n'avais pas le temps de m'en occuper, je me suis dit, un jour, j'exposerai ces maquettes, puisque certaines, je les collectionne depuis plus de 40 ans. Ouais. Et je n'ai pas... Il y en a que je n'avais pas revues, parce qu'elles étaient stockées dans des cartons, ou j'ai un hangar où je stocke toute ma collection. Et je me suis dit, le jour où j'aurai le temps, je me consacrerai, je ferai un musée. Un musée là-dessus. Et donc, cette fois-ci, c'est chose faite. Ok. Voilà. Donc, tu viens de lancer ton musée. Alors, dis-nous, ça a ouvert? Alors, il pas va encore. ouvrir. Il ouvre le 1er avril. Ok, super. 1er avril. Et donc, il est situé dans le Jura, dans le Haut-Jura. Dans quelle ville? À côté de Saint-Claude. Alors, c'est un petit village qui s'appelle Saint-Lupicin. La particularité, c'est que tu parlais tout à l'heure de fabricants de maquettes. Ce musée va se tenir dans une ancienne usine qui fabriquait notamment des maquettes, publicitaires pour Air France, pour les compagnies françaises, Air France, UTA, Air Inter et pour Airbus. C'est une entreprise qui depuis a évolué, qui a été revendue, qui fait de la pièce industrielle, qui ne fabrique plus du tout de maquettes d'avion. Et donc, les locaux, l'ancienne usine a été rachetée par la commune, et en partenariat avec celle-ci, j'ai pu mis à disposition. J'ai pu trouver une surface pour exposer mes maquettes. Super. Et pour en faire profiter les gens qui voudront la visiter. Donc ça prend de la place. Tu parlais d'Airbus, et là je constate que tu as un A321. Alors pourquoi cet avion, particulièrement la 321 et cette maquette-là? Alors, c'est une maquette qui a été fabriquée donc, dans les établissements Bourbon, donc dans le village, là où se trouve le... C'est comme ça que ça s'appelait la société, les établissements Bourbon, oui, qui fabriquaient des objets publicitaires jusque dans les années 80-90. Alors, il se trouve aussi que c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise. Ah oui. Donc effectivement, j'avoue que je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Je comprends mieux la passion. Voilà. Donc c'est une transmission familiale. Voilà, ceci dit, je n'ai jamais travaillé dans l'entreprise, puisque moi j'ai fait ma carrière dans l'aviation. Tu faisais quoi dans l'aviation? Alors je suis rentré à UTA et puis à Air France. Alors j'ai occupé différents postes, et mon dernier poste était directeur des escales Europe d'Air France et de KLM. Ah oui, donc un gros Air France. Ok, gros travail, j'imagine, le nombre d'escales. Oui, c'était plutôt des postes techniques. Ok. Mais bon, j'ai pu entretenir ma passion tout au long de ma vie professionnelle. Ça, c'était quelque chose de fabuleux.
Et je pouvais continuer à collectionner, mais je n'avais pas le temps d'exposer tout ce que j'avais. Bien sûr. Et donc, pour revenir à cette maquette, c'est une maquette qui a été fabriquée pour Airbus Industries par les établissements Bourbon, D'accord. qui est en plastique injecté. Donc, à l'époque, pour fabriquer ces maquettes... c'est un moule. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la plupart des maquettes sont en résine, alors qu'à l'époque, celles qui étaient fabriquées en plastique, il fallait un moule qui était assez conséquent, un moule en acier, avec des presses à injecter qui sont énormes, la taille d'une locomotive. Donc, effectivement, pour faire une maquette comme celle-ci, il fallait vraiment fabriquer énormément de pièces, qu'il y ait beaucoup de clients pour la rentabiliser. D'accord. Et à l'époque, Airbus était un gros client, mais comme les maquettes ont disparu au niveau des compagnies aériennes et des constructeurs d'avions, le fait de fabriquer ces maquettes en plastique injecté n'était plus rentable. Ok, je peux comprendre. Voilà. En plus, on a eu l'émergence du marché chinois. Qui a un peu inondé. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, énormément de maquettes, pour les collectionneurs notamment, sont fabriquées en Chine. D'accord. Mais celle-ci est une maquette qui était made in France. Voilà, qui est aux couleurs d'Airbus. Alors, ce ne sont pas les dernières couleurs. C'est l'ancien logo. Oui, mais moi j'aime bien cette époque années 80, 90. Tout à fait. Il y a eu plusieurs... donc je n'ai pas pris le socle qui va avec, mais c'était des maquettes qui sont un peu stylisées. C'est sûr que ce n'est pas la maquette vraiment détaillée telle que... Oui, parce que ça a été fait en fait, c'est injecté en un seul bloc, c'est ça? Alors, même les moteurs ou non, les moteurs étaient rajoutés. Les moteurs étaient rajoutés. Alors, certaines maquettes étaient moulées d'un seul bloc, certaines avaient l'avant qui était moulé séparément et qui était collé. D'accord. Et donc, peintes et décorées avec des décalcomanies. Peinte à la main? Voilà, oui, peinte à la main. Okay. C'est vrai que alors celle-ci, c'est une maquette relativement simple, entre guillemets, mais par exemple, les maquettes en écorché, c'était tout. Les sièges étaient collés à la main séparément. Donc, ça revenait à un prix énorme. J'imagine. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a quelques compagnies continuent à en commander une ou deux. Alors que... Mais ça devient des œuvres d'art et plus tout à fait. Donc, tu parlais de prix. Ce qui est intéressant, c'est de savoir... par rapport à une maquette, je dirais chinoise, entre guillemets, on est sur l'ordre d'une 50aine d'euros sur ces maquettes-là en résine. Oui, entre 50 et 100 euros. Oui. Et pour ce genre de modèle en plastique injecté, là, ça, en revanche, c'est différent. Parce qu'on est sur un objet de collection, donc ça va être un peu plus cher? Oui, un peu plus cher. Alors après, effectivement, il n'y a que les experts qui savent faire la différence. Parce que aujourd'hui, le marché est un peu inondé par des maquettes chinoises qui sont faites pour les collectionneurs. Une maquette, elle vaut légèrement plus cher, effectivement, parce qu'en plus, elle a une histoire. C'est pour les puristes. Les puristes savent faire la différence. C'est pas évident. Comment tu fais la différence, justement? Parce que moi, là, je la vois. Bon, après, peut-être éventuellement au toucher, on va sentir quelque chose de différent. Même la peinture, les ailes sont... Non, c'est le poids déjà, puisque les maquettes en résine sont beaucoup plus lourdes. Celle-là est relativement légère, puisque elle est creuse à l'intérieur. Ok, d'accord. Puisque c'est... Ah oui, c'est par rapport à la résine qui est beaucoup plus lourde. Tout à fait. C'est des maquettes qui souvent sont un peu plus fines, puisque le fait d'avoir de l'injection, du plastique injecté, permet d'avoir notamment les bords de fuite des ailes beaucoup plus fines. Ok. Les bords de fuite, parce qu'effectivement, la résine, elle est coulée. Alors que là, c'est des presses à injecter, je crois qu'ils font de l'ordre de 200 tonnes de poussée. Okay. Donc, effectivement, ça permet d'avoir des pièces qui sont... En plus, ce sont des pièces qui ont toutes la même forme. Les pièces en résine, les maquettes en résine, des fois, on voit des différences d'une pièce à l'autre. Et le problème de la résine, c'est que ça craint beaucoup la chaleur. C'est-à-dire que si vous laissez la maquette en plein soleil, les parties les plus fines, qui sont les ailes, peuvent avoir tendance à se déformer. Et c'est... Voilà. Alors qu'une maquette en plastique, en général, est plus résistante. Est-ce qu'elle est sensible à la lumière également? Parce que le plastique jaunit. Oui. Ouais, donc ça, il ne faut pas trop les mettre en plein soleil. Effectivement, les rayons UV, puisque dans le musée, on a fait recouvrir, puisqu'on les pièces sont très lumineuses, beaucoup de fenêtres. J'ai fait poser des films anti-UV. Okay. Parce que le soleil, effectivement, abîme beaucoup le plastique qui a tendance à jaunir. Et c'est pour ça qu'il est difficile de retrouver des anciennes maquettes d'agence en bon état, parce qu'elles sont restées en plein soleil dans les vitrines des agences de voyage, et que ça a jauni. Oui, elles ont pris de l'âge de la patine. Alors, elles ont été manipulées. Alors souvent, il manque le socle ou il manque un réacteur qui a été cassé. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est moi. Je coupe. Il n'y a pas de problème. Je coupe. Voilà. Les affaires reprennent. Bah tant mieux. Alors, tu parlais d'affaires. Donc le musée se visite, c'est ta propre collection. Oui. Mais j'imagine que bien évidemment, quelqu'un qui va se rendre là-bas va pouvoir acheter des maquettes.
Non, pas forcément. C'est-à-dire que les maquettes qui sont présentées font partie effectivement de ma collection. On a créé avec mon épouse une association Loi 1901. D'accord. Voilà. Alors effectivement, dans le musée, moi j'ai une collection dans le musée, bien que j'ai 600 mètres carrés d'exposition, je ne peux exposer qu'environ un tiers de ma collection. Alors je procède 600 mètres carrés, je suis en train de revoir un peu. Effectivement, il y a des pièces, parce que quand on commence, j'ai commencé il y a plus de 40 ans, il y D'accord. a des pièces dont je pense me débarrasser. Ok. Donc effectivement, je n'exclus pas le fait de vendre. d'avoir une petite pièce où j'aurai quelques pièces dont je me séparerai, mais pas au titre du musée, c'est ma collection Ok, personnelle. d'accord. Et là, sur le salon, qu'est-ce que tu as amené C'est que des maquettes que tu as là sur le salon ou tu as d'autres objets? Principalement des maquettes. Principalement, oui, c'est de mémoire, je regarde. Oui, non, ce sont des maquettes. Alors, j'ai commencé un peu à l'époque, je collectionnais un peu. C'était pas facile à trouver. Alors, je collectionnais du commercial puisque c'est quand même mon sujet principal, Bien mais je sûr. collectionnais un peu de militaire. Ok. Et c'est pour ça qu'ici, je revends des pièces qui ne rentrent pas dans le cadre de ma collection. Ta collection. Voilà. Et je suppose qu'on était sur la même technique. Par exemple, l'entreprise Bourbon dont tu parlais faisait des maquettes aussi militaires ou Très peu. Pourtant, Ils ont fabriqué des maquettes. Ils faisaient beaucoup de sous-traitance, c'est-à-dire que comme ils avaient les matériaux pour faire des pièces en plastique injecté. Ils fabriquaient des maquettes brutes qui étaient revendues à des entreprises qui, elles, ne faisaient que de la décoration de maquettes. D'accord. Il y en avait une notamment en Angleterre qui s'appelle Westway Model. Et je pense qu'ils ont fait quelques maquettes. J'ai retrouvé des maquettes de Mirage 3 qui datent des années 60. J'adore cet avion. Qui étaient revendues, parce que j'ai vu des photos d'un catalogue, à une société qui est en région parisienne, qui s'appelle la Maquette d'études et d'exposition. Okay. Et donc, ils moulaient les maquettes et ensuite, ils les vendaient en brut. Et elles étaient peintes et décorées par la compagnie, la société cliente. Okay, et dernière chose, si on veut te trouver... parce que maintenant, le monde moderne veut qu'on soit sur les réseaux. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou un site internet sur lequel on pourrait aller voir tout ça? Tout à fait. Notamment le musée, ou toi, tu as ta collection même en perso? Alors, on a un site internet. D'accord. C'est Musée R Saint-Lup. Alors, je me rappelle. De toute façon, je pense qu'on Musée peut... R Saint-Lup. On est sur Instagram aussi, également. Musée... R Saint-Lup. R Saint-Lup. R Saint-Lup. S-T-L-U-P. S-T comme Saint. Saint et L-U-P. Ok. On a raccourci. Okay, on est sur Instagram. Ouais. Et justement, je suis en train progressivement de prendre en photo, parce que c'est un travail énorme, il a fait déjà aménager le musée, de faire en photo je voudrais faire des compositions de maquettes, certaines qui seront exposées dans le musée, d'autres pas, ou pas encore, sachant que vu le nombre de pièces que j'envisage dans le futur de pouvoir faire des rotations. Ce qui va rendre le musée plus vivant, c'est-à-dire que les gens qui reviendront ne retrouveront pas forcément les mêmes pièces exposées à chaque fois. Qu'ils ont vu. Ok. Voilà. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup Thierry d'être venu pour faire l'ouverture de ce live. En tout cas, c'est passionnant. Je sais que les maquettes, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la nouvelle génération. Alors ça fait bon. La génération un peu plus jeune qui sont vraiment passionnés. Moi, je suis beaucoup questionné. J'avais une maquette de Transavia de 737 qui était vendue que par la compagnie et les gens cherchaient à savoir, je l'avais dans mon décor et ils cherchaient à savoir comment l'obtenir. Et c'est pas possible. Mais voilà, je sais que c'est quand même un produit qui a toujours la cote et qui attire toujours autant tout âge. Et je trouve ça super génial. Donc, n'hésitez pas à venir à Aerocollector voir ce genre d'objet, voir Thierry sur son stand et aller voir sur les réseaux, que ce soit Insta, Musée R Saint-Lup ou directement sur Internet. Merci beaucoup Thierry. Merci. À bientôt, j'espère. Et puis, si je passe dans le Jura, j'irai voir ta collection. Mais surtout, je voudrais voir les 3 mètres de la Caravelle dont tu as parlé. Ça m'intéresse, 3 mètres et demi. Vous êtes tous bienvenus dans ce musée. C'est super. Merci beaucoup Thierry. On est déjà là. Ouais, d'abord, on fait connaissance. Salut Louis. Tu vas bien? Ça va et toi? C'est ton premier salon? Exactement, oui. Alors, présente-moi, toi, tu fais des dessins. Oui, moi je suis illustrateur. Après, c'est illustrateur, donc pendant mon temps libre, c'est pas mon métier en tant que tel. J'ai une profession à côté, mais qui est en lien avec l'aéronautique. Tu travailles dans quoi dans l'aéronautique? Je travaille je suis ingénieur dans l'aviation civile, je travaille à la DGAC du coup. Ah ok, alors, ouais, super. Alors, pour ça, déjà, on pourra en parler des heures. Tu es à la DGAC, juste fais un petit... Tu fais quoi à la DGAC? En fait, moi je suis sur la partie DSAC, donc c'est Direction de la Sécurité, l'aviation civile et...
Comme je suis basé à Paris, en fait, T'es on à Dessac s'occupe. Nord? Non, Dessac Nord, justement. Non, on est Dessac vraiment échelon central. Ah, c'est ça, Donc, tu c'est vois. le siège Ok, social. d'accord. Et C'est à côté d'Orly, c'est ça? C'est à Athis? ça, c'est la Dessac Nord à Ah, Athis. putain, Et ouais, en c'est fait, la partie en centrale, elle est à Farman, donc dans le 15e arrondissement, Ah, ok, à d'accord. côté Ouais, du je vois ministère très des bien. Armées. Ok, ok. Voilà. La DGAC, pour vous dire, c'est la direction générale de la vie. Attends, ton micro, Joe, il était allumé. Hein, Jojo, ton micro, il était allumé. Juste, voilà. Mais donc, la direction générale de l'aviation civile, c'est tout ce qui chapeaute, en fait, le respect de l'aviation civile, en fait. Oui. C'est les codes, la réglementation, la loi, et c'est, en fait, comme la fédération, la FAA aux États-Unis, Exactement. l'EASA aussi, qui est au niveau de l'Europe. Voilà, c'est toute l'autorité l'autorité de l'aviation en France, direction générale de l'aviation civile. Ok, super. Donc toi, sur ton temps libre, par passion, tu t'es mis à dessiner. Exactement. Ok. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que bon, maintenant, je dessine des choses qui n'ont pas forcément en lien avec l'aéronautique. Ouais. Je m'inspire beaucoup de la pop culture, que ce soit au niveau de la BD ou des productions japonaises comme les mangas. Ok. Mais en fait, de base, j'avais commencé à dessiner parce que quand j'étais petit, j'étais fanat d'avions. Voilà, Ok. je dessinais que des avions et donc ça tombait pile poil Ouais, t'as l'aérocollector. fait les deux. Ouais. Et tu le fais maintenant, t'es passé un peu plus, parce que si tu viens à Aérocollector, je suppose que tu passes un nouveau step. C'est que t'aimerais bien les mettre plus en avant, tes dessins. Et dans l'idée, c'est quoi? Tiens, par exemple, montre-nous un de tes exemplaires. Ça, Oui. c'est une. Alors, est-ce que sa caméra, ça passe comme ça? Je sais pas. Bon, pire. Ouais. Ok. Yes, on le voit. Tu vois, tu as le retour avec un peu Merde, un petit décalage. C'est pas les mêmes. On a un peu les moyens, voilà. Ok, oui, non, mais ça fait l'affaire mais quand même. ça se voit vachement bien. Donc ça, on voit bien que c'est un mix entre ce qui pourrait exister dans un avion. On retrouve des instruments qui pourraient exister dans un avion, mais là, on est dans un univers que toi, tu as dessiné, Oui, ouais, style manga. exactement. Et ok, super. Et ça, c'est juste un dessin ou derrière, tu as une histoire sur ce. Alors, pas d'histoire en particulier. Ok. Je dessine un peu ce qui me fait plaisir, en Ok. fait. Et là, j'avais vraiment envie de faire un cockpit, mais un peu futuriste, Ouais. de détaillé, avec des câbles un peu partout qui servent à Ouais, rien. Il n'y a pas ouais. vraiment de cohérence Bien en tant sûr, que telle, bien mais sûr. voilà, c'est pour évoquer globalement Ouais, parce que l'ambiance d'un cockpit. ça à faire certifier par la DGAC. Ah, ça, je pense pas, non. Tous les câbles qui traînent, Ouais, c'est non. Voilà, parce que tout est le détail, le diable se cache dans le détail, et l'aviation civile est là pour justement penser à des choses auxquelles on ne pense pas. Et Voilà. donc ça c'est un dessin ou c'est une photocopie? Ça, c'est un print, oui. Donc C'est c'est un une print, photocopie d'un dessin qui a été réalisé sur tablette graphique de base. Ok, d'accord. Toi, tu dessines exclusivement sur tablette graphique ou Alors, tu prends du papier? Je mélange les médiums. tu fais les Alors, deux je fais certains dessins qui sont en plus petit format, qui sont en traditionnels. papier? Ouais. Donc, j'utilise une pointe fine à encre et puis Ok. après, j'utilise des feutres à alcool. Ok. Et après, pour faire des dessins plus grands et plus détaillés, je le fais directement Directement sur sur- tablette graphique. T'as quoi comme tablette? Parce que moi j'ai iPad. C'est un iPad, ouais. et t'as le pencil, l'Apple. Exactement. Je l'ai acheté. Bon, je fais ma promo. Non, mais je trouve le dessin pour un dessinateur, j'avais jamais essayé. Je trouve que c'est assez incroyable, assez bluffant. Ah oui. Et tu te retrouves à faire des trucs magnifiques comme ça. J'ai vu que tu as fait le jeu de lumière et tout en plus. Non, l'iPad, c'est une petite révolution. En Ouais, termes de- ouais. Surtout que c'est portable. Ça change complètement par exemple, des références comme Wacom où c'est vraiment Un un gros truc morceau. qui est gigantesque, qui coûte extrêmement cher et que tu dois mettre sur ton bureau, brancher à ton PC. Là, tu peux te Ouais, te le tu fais trimballer n'importe n'importe où et tu Attends. dessines Super. presque aussi bien, quoi. Et je vois que tu as un deuxième. Alors ça, du coup, c'est plus centré aéronautique. Celui-là, pour le coup, ça, c'était une commande. Du coup, c'est une commission, comme on l'appelle. Ok. Quelqu'un qui m'avait demandé de lui dessiner un B-17. Ouais, mais alors. Un B-17, Alors. mais à revisiter, effectivement, parce que J'adore. je me suis permis une liberté, c'est que j'ai remplacé les Ouais, moteurs à piston classiques par des turboréacteurs, quoi. Parce qu'il faut Voilà. savoir que c'est un c'est un B27. B-17 de voilà, la je sais Seconde pas. Guerre mondiale, Ouais, des bombardiers B-17, américains. qui est normalement équipé de 4 moteurs à piston et là qui ont été Exactement. remplacés Oui. par des turboréacteurs. C'est super. Et ça, qui est-ce qui te commande ça? Ça, en l'occurrence, c'était une collègue qui m'avait demandé Ok. ça à l'époque. Mais, Ok. Est-ce que tu exposes tes dessins à la DGAC? non. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je les expose dans mon bureau, mais Bah, après, j'aimerais bien que tu vois, par exemple, au bureau des licences d'Atis Mons, quand on arrive, bon, on n'y va plus au bureau des licences, mais si de temps en temps, on pourrait être amené à y aller. J'aimerais bien voir tes dessins et franchement, c'est toujours sympa de voir le talent de chacun qui peut être mis à partie.
Et ça, c'est vachement beau. Je trouve ça vachement bien. Celui-là, tu l'as fait sur la tablette aussi. Alors, tablette, le dessin de base était en traditionnel, mais après, c'est tablette, oui. Enfin, en rouge, j'ai scanné et j'ai. Et après, tu l'as retravaillé. Exactement. Et au niveau taille, tu peux faire toutes les tailles. Parce que il n'y a pas. Préférentiellement, oui. En fait, en numérique, vu que la résolution, si on prend une résolution suffisamment élevée, on peut faire en grand format. Ouais, tu peux faire en grand format parce que tu vois, là, j'aurais bien aimé qu'on ait un super dessin. Et donc, c'est ton premier aérocollector. Donc, tous tes dessins, tu me disais t'avais ton Insta. Oui. Bah, tiens, Joe, il va aller jeter un coup d'œil. On va essayer d'avoir un retour ici. C'est un peu le retour avec le réseau qui est un peu moyen. Ah oui, c'est quoi ton Insta, Louis? Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est Louis. Ouais. Donc L-O-I-S. Après, c'est tiré du bas, underscore. G-A-R. G-A-R. Et c'est tout. C'est tout. Ok, Voilà, Louis Gard sur Insta. Ok, super. Et donc là, sur le salon, tu vends tes réalisations. Par exemple, sur ce genre de dessin, on est à peu près à combien? Bah là, c'est un print. Donc, les grands formats, je les fais à 12 €. Ok. Et les formats carrés, comme ça, je les fais à 10 €. Ok, d'accord. Le premier et après, je réalise aussi des dessins à la commande si quelqu'un veut que je lui dessine son avion préféré. Soit il m'envoie un mail et on fait quelque chose de propre, vraiment, comme cette commission. Où là, on est sur des. Ok. Et ça, tu factures combien à peu près si je te dirais, par exemple, un Piper J3 sur cette. Non, en assez grand. Tu fais en couleur aussi ou pas? Couleur, non. Tu fais qu'en noir et blanc? Ouais, qu'en noir et blanc pour le moment. Ouais, mais j'aime bien le noir et blanc aussi. Un truc assez grand d'un Piper J3? Un Piper J3, bah, là, en termes de travail, on est sur entre 10 et 20 heures de travail. Donc, généralement, c'est. Bon, comme je suis pas professionnel encore, je le facture autour de 150 €, 200 €. Ok. Après, je fais aussi des plus petites commissions. Avec des plus par exemple, de cette taille-là? Là, comme j'expose directement, en fait, je peux faire sur place un dessin en 1 heure. Ok. Pour 20-30 €, un petit format 5. Comme ça, c'est un dessin fait rapidement. Super. Est-ce que je pourrais. Tu vois le Piper J3? Oui, de tête, oui. Ouais. C'est les avions qui décollent très court, c'est ça? C'est ça, ouais, et puis ils sont jaunes. Est-ce que tu penses quand tu pourrais faire une esquisse, t'as le temps ou pas? Là, comme ça? Ouais. Non, mais tout à l'heure, quand on a fini, si tu as le temps pendant le salon et peut-être à la fin de la journée, nous montrer ce que tu as fait. Si tu as le temps, si tu peux le faire. Avec plaisir, oui. Comme ça. J'ai pas mal de temps en plus. Ouais, écoute, profite de si tu veux bien nous faire un petit truc, voilà. Ça, c'est le Piper J3, tu vois. Très bien, ouais. Tu vois l'idée de l'avion, parce que j'en ai un et je trouverais sympa de dire. Que tu le signes, que tu mettes ton Insta, comme ça je le passerai sur les réseaux. D'accord. Et je mettrai bien, tu vois, comme tu l'as dit, Louis Gard, sur ton Insta, comme ça, sur les images d'illustration, je l'utiliserai si tu es d'accord. Et pour ensuite que les gens viennent voir ton travail, parce que je trouve ça sympa. Et puis voilà, c'est beau, il faut le dire. Ok, merci. Avec plaisir. Mais c'est marrant parce que sur son Insta, on voit beaucoup de trucs dans l'univers. Manga, mais globalement, tu vois, je vais remontrer. Tu vois du Warhammer, tu vois, je pense, j'imagine du Gundam ou des genres d'Evangelion, des trucs comme ça. C'est assez cool, c'est joli. Et tu voudrais te lancer dans une BD? Alors, ça se passe, c'est que c'est un truc qui m'intéresserait, mais ça demande énormément de travail. Et comme j'en fais pas ma profession principale, il faut avoir le temps. Et puis j'ai pas d'histoire à raconter en tant que tel. Moi j'aime bien dessiner, mais il faudrait que quelqu'un te raconte une histoire. J'ai pas une idée en particulier. J'ai pas travaillé mes talents de scénariste ou de storyboarder. Donc c'est un métier. Hein. Chaque page déjà, ce que tu fais, c'est un métier à part entière. Et même c'est une passion, un métier. Je me suis jamais essayé à l'exercice de même faire une planche ou deux. T'as Bram qui dit que j'ai visité sa page Instagram et je trouve que c'est bluffant. Ouais, mais là, si tu vois, même sur petit écran, moi ça donne envie de cliquer. Moi après, j'ai le problème du téléphone. Lui, il marche pas. Mais avec grand plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à aller voir son travail, à mettre un j'aime, des commentaires. Et si vous avez des idées, pourquoi pas lui faire une petite BD, une petite histoire d'une page déjà pour commencer. Si Louis est intéressé, n'hésitez pas. C'est là pour ça, pour connecter les gens. C'est l'avantage de ce live. Et je suis super content que tu sois venu nous montrer ça, Louis. Merci à toi. Et on te voit tout à l'heure? Oui, ça marche. Super. Merci pour l'accueil, Camille. Ouais, écoute, n'hésite pas à revenir et on verra le J3 avec grand plaisir. Super, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors Timothée, tu parles bien dans le micro, tu sais que tu as l'habitude de voir ça. Tiens, on va le mettre à ta...
à ta hauteur? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois? Eh ben écoute, ce sera ton premier. Bienvenue. Ça va, Timothée? Bien et vous? Ah, tu peux me tutoyer. D'accord. T'as quel âge, Timothée? 11 ans. Ah ouais, on a le même âge. Ouais. T'as eu le même âge. Quelques détails près. J'ai eu le même âge, à ce qui paraît, on a tous eu le même âge. Et t'es passionné? Bien sûr. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'aviation? C'est quoi ton avion préf? Mon avion préféré? T'hésites, hein? Le A380. Ah, l'A380, Airbus, très bon choix. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est les 4 moteurs, c'est la taille? C'est la taille. Ouais. Je comprends pas comment on fait pour piloter un avion de cette taille. Alors, tu sais comment ils font, les pilotes d'Airbus? Non, comment ils font? Comme c'est un très gros avion, et puis les pilotes d'Airbus, c'est l'Airbus, et ils ont des commandes de vol électriques, c'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui pilotent, qui aident. Tu fais une action au manche, et l'ordinateur va calculer, et en fait, il comprend que tu veux faire ça, et il va faire en sorte que l'avion puisse tourner à gauche et à droite. C'est grâce à des calculateurs de vol. L'Airbus A380, voilà, c'est ce qu'on appelle un avion avec des fly-by-wire, ce sont des commandes de vol électriques. Mais, et tu veux devenir pilote? Oui. Pilote de quoi? De 380? J'aimerais bien. Ouais, alors il faut aller chez Emirates. Dans ces cas-là, il va devoir bosser à Dubaï. Hein. C'est pas recommandé en ce moment. En ce moment, oui. Donc ça, c'est s'il veut faire de l'Airbus A380. Mais si tu veux faire autre chose comme un bel Airbus A320, il y a Transavia, magnifique compagnie aérienne. Tu connais Transavia? Ça me dit quelque chose. Mais... Transavia, c'est à Orly. C'est une compagnie que je recommande à tout le monde chaudement, avec de magnifiques avions et un personnel exceptionnel. Transavia, c'est une très belle compagnie. Si tu as l'occasion, vous allez l'emmener en vacances quand même. Peut-être pas à Dubaï. Vous voulez aller où? Amsterdam. Ah, bah c'est pas Transavia. Sinon, il y a une autre grande compagnie qui s'appelle Air France qui va en Martinique. Et c'était quoi ton dernier vol en avion? C'était en Croatie. Ah ouais, donc c'était peut-être Transavia. Et ça t'a plu? T'as bien aimé? Tu sais, une fois que l'avion est posé, avant de sortir, n'hésite pas à faire un petit coucou aux pilotes. Ils sont très gentils, les pilotes, tous, surtout de Transavia, c'est les plus gentils au monde. Et si tu leur demandes gentiment après le vol, ils peuvent te faire voir le cockpit et tous les boutons. Ouais, faut pas hésiter. Surtout sur le Boeing, ils sont très très gentils sur le Boeing, mais sur l'Airbus aussi, ils sont très très gentils. Et après le vol, quand ils ont terminé, s'ils ont le temps, eh bien, ils peuvent te montrer le cockpit. Et je sais aussi que beaucoup de compagnies aériennes le font. Donc, t'hésites pas à demander gentiment et ils feront un plaisir de te montrer tous les boutons, tout ce qu'il y a dans un cockpit. Et tu vois, ça va te plaire. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais bien acheter au salon? Une maquette? Il y a des très belles maquettes à 200-300 euros. J'en ai vu une à 10 000 euros. Maman dit que le budget est illimité. On a de la chance. Hein. On a déjà gagné 3 fois à la loterie, là. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu as gagné? Ah ouais? 3 fois? Il a le droit? C'est dans le règlement? Bah, il y a le papa, l'ami de la mère et il y a moi. Ah bah génial, bah bravo à vous 3. Et qu'est-ce que tu as gagné alors? On a gagné, une affiche. Ouais. Après, il y a un t-shirt. Ok. Et un livre. Et une casquette. Super. Bon, donc vous repartez là? Ah, c'est que très belle casquette. Et c'est fini le salon pour vous? Vous rentrez? Ok, donc vous pouvez pas m'acheter un cadeau, pas une belle maquette à l'entrée. Vraiment le gratte. Il n'y a pas de petit profit dans la vie. Non, en tout cas, c'est super sympa d'être venu. Et ben, j'espère, n'hésite pas, si tu es déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à regarder. J'expliquerai, s'il veut devenir pilote, j'expliquerai comment faire. La route est longue, elle peut être assez chère, mais suivez bien la chaîne. Comme ça, surtout, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets parce que le parcours de pilote est très compliqué. Il y a une multitude de voies différentes. Toutes les routes mènent à Rome et mènent au métier de pilote. Donc n'hésitez pas à regarder la chaîne et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en direct. J'essaierai d'y répondre au mieux, surtout des interrogations par rapport à ces études, par rapport à la suite à prendre. Il n'y a pas de secret, faut qu'il bosse. T'as des bonnes notes? Oui. Et l'anglais, c'est essentiel, surtout maintenant. Les maths aussi, la physique aussi, les matières scientifiques. Et puis voilà, puis la géographie bien évidemment et l'histoire, n'hésite pas. Et ta culture générale aéronautique, donc continue. Et lire des magazines, pas que de l'internet, des magazines. Il y a des très bons magazines, Aviation et Pilote, Infopilote, le Fanat de l'aviation, qui étaient à l'entrée, voilà, pour faire ta culture. Donc n'hésite pas à regarder tout ça et tu verras, dans 10 ans, peut-être qu'on pilotera ensemble. Peut-être. Ah, j'espère bien, je reviendrai commandant de bord dans une compagnie. D'accord? Oui. Eh ben, je te dis à la prochaine. Merci. Allez, je peux avoir une photo, s'il vous plaît. Bien sûr, viens. Merci. N'hésite pas à la publier sur les réseaux. Hein. J'en peux plus de lui. Super. Merci beaucoup. Allez, à toutes. Bon retour à vous. Vous habitez loin? Vous avez de la route? Ah ouais. Où ça, du Pas-de-Calais?
vois très bien. Moi, j'étais à Béthune. Quand j'ai fait mes études à Béthune, dans le coin, j'ai adoré. Alors, les bulles de l'espoir, qu'est-ce que c'est les bulles de l'espoir? Bah, venez en parler. Bah, viens. Bah oui. Ah, c'est là pour ça. C'est super. On est là pour ça. Les bulles de l'espoir. C'est vous, Frédéric? Oui, c'est moi. Bonjour, Frédéric. Bienvenue. Bonjour. Camille, enchanté. Camille. Qu'est-ce que c'est les bulles de l'espoir? C'est une association qu'on a créée donc en 2021. D'accord. Avec mon épouse et sa collègue qui sont toutes les deux éducatrices spécialisées. Super. Dans le but d'accueillir 6 enfants du Pas-de-Calais. D'accord. Donc qui n'ont pas eu beaucoup de chance et dont ils ont des séquelles de la vie. Ouais, de la vie. Hein, c'est des meurtris de la vie. D'accord. Et notre but est de les prendre relativement jeunes et de les amener à leur majorité, voire au-delà. D'accord. Les amener à faire des études et puis les accompagner dans la vie. Les accompagner dans une ambiance familiale. Ok, bah, c'est le plus important, voilà. D'avoir un cocon pour les faire grandir. Et bah, les bulles de l'espoir, merci beaucoup Frédéric. Allez voir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le live. On a un site Facebook. Voilà, allez voir les bulles de l'espoir, je ne sais pas si tu le vois. Et on est à la recherche de dons parce que c'est très très compliqué. J'imagine. On a tout fait ça de façon individuelle, financière, compliquée. Donc, Je comprends. Écoutez, on va essayer de faire en sorte que les gens aillent voir... Là-dessus, je sais que Jonathan va montrer la page. Merci beaucoup Frédéric d'avoir passé le message. J'espère qu'on fera faire quelque chose, un petit plus pour ces enfants-là. Et merci à vous de faire ça. Merci à vous tous, hein, parce que... Voilà, les actrices sont là. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas, on va garder ça. Et un bon retour dans le Pas-de-Calais. Merci bien. Et une prochaine, peut-être à l'année prochaine. Voilà, et des nouvelles de Timothée bientôt. Oui, j'espère, avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message quand vous voulez des infos et à dire que c'était Timothée d'Aérocollector. Camille, enchanté. Merci Frédéric. À bientôt. Merci. Bon retour, faites attention sur la route. Voilà, c'est bien. En fait, on parle de tout. Il n'y a pas que l'aviation, il y a aussi les gens qui se battent pour les autres, qui donnent de l'espoir pour les familles. Un cadre familial, c'est essentiel. Bye bye. Et voilà, on voit de tout, c'est cool, c'est chouette. Merci à Frédéric et à l'Espoir qui donne. Et n'hésitez pas à aller voir leur page, faire un don. Si vous êtes du coin, et même si vous n'êtes pas du coin, de toute façon, moi j'ai eu la chance de faire mes études à Béthune, et puis au-dessus, Merville et dans le Nord, à l'EPAG, qui existe toujours cette école. Et j'avais adoré les gens du Nord. En plus, c'était l'époque de Bienvenue chez les Ch'tis, donc tu pouvais pas faire plus cliché pour nous qui étions en études là-bas. Mais j'ai un super souvenir du Nord et de cette très 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 belle région et de ses habitants qui sont de très belles personnes. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y retourner quand j'ai l'occasion. Et j'ai toujours adoré ce coin-là. Il y a plein de belles choses à voir dans le Nord. Et il y a de la bonne bouffe aussi. On bouffait bien. On a un peu plus de difficultés. Mais voilà, sinon les gens nous entendent bien. C'est les gens live ? Ouais, en fait, le but, on est en live depuis 11h, on sera en live jusqu'à 17h30. D'accord. Et voilà, le but, c'est de faire intervenir Alors, toi, tu viens ici au salon déjà par pur passionné, tout simplement, ou t'as. C'est Philippe, l'organisateur, qui m'a obligé. Ah, tu connais bien Philippe. Voilà, alors là, on va avoir un retour il y a plein de... Waouh. Il va falloir un écran plus grand là parce que... déjà c'est un bel iPad, mais c'est super, merci Jojo. C'est pour voir les questions, tu m'expliqueras, mais je commence à voir à peu près à quoi ça ressemble, super. Écoute, là tu vois le retour pour nous en direct. Toi Bruno, en fait, t'es journaliste aérien, c'est quoi ton... Alors moi j'ai commencé il y a plus de 20 ans j'ai toujours été passionné par l'aviation, particulièrement l'aviation militaire. Plus ça va vite et plus ça fait du bruit, plus ça file les goosebumps. Là, on est d'accord, d'accord qu'un réacteur d'avion de chasse c'est quand même plus sonore. Ouais. J'ai raté un petit peu la période Concorde, trop jeune pour ça. J'ai eu la chance de l'avoir une fois ou deux à Biarritz, mais sinon... à Biarritz
Il est arrivé à Biarritz. C'était la piste la plus courte, je crois, qu'il a fait utilisée. 2500 mètres, si j'y suis allé. Ouais, il me semble que... Même pas. C'est un terrain court et ok. Mais c'était des entraînements qu'il faisait, je crois. Il n'y avait pas de passagers à bord et il n'est jamais parti à pleine charge. Hein. Oui. Mais j'imagine qu'il n'y avait pas à New York. Puis le Biarritz New York, pourquoi pas. Mais ok, d'accord. Non. C'est ce qui a fait ta passion, entre autres. Et donc j'ai commencé à écrire sur un blog. D'accord. Sur un blogspot ou blogueur, ça dépend. À l'époque, ouais. Et puis j'écrivais vraiment de la merde, faut le dire. C'est bien. Non mais je retombe sur les vieux trucs. Il faut bien débuter. J'étais un passionné, quoi. Comme j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans, donc un peu plus, mais j'écrivais pas très bien. Et puis j'allais beaucoup sur des forums, notamment le forum Air Défense ou les forums aviationmilitaire.net, des choses comme ça, où on croisait des fois des pilotes, on croisait ou Check 6 aussi, tiens. De quoi tu as été ? Forum Check 6. C'est plus pour les simus, mais il y a une partie pour les passionnés aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me faisais engueuler des conneries que j'écrivais par des gens qui s'y connaissaient bien, et puis j'ai commencé à m'améliorer. Le blog a commencé à faire des vues. Et il s'est passé un moment incroyable en 2013 de mémoire, 2012 ou 2013. Non, c'est 2013. J'ai reçu d'un copain une vidéo qu'il avait reçue d'un copain. De l'homme qui a vu la bête. Ouais, toujours. De la fameuse vidéo du Rafale qui poutre un F-22 Raptor aux Émirats Arabes Unis. Ah, aux Émirats, ok. Et pas juste, il me dit, tiens, tu vas voir, elle est géniale cette vidéo. Je fais, après, tu sais, si on voit le F-22 arriver dans le HUD du Rafale... je veux dire, c'est pas, ça arrive, quoi. Ouais, oui, il n'y a pas de... L'inverse peut se produire aussi. Et puis je reçois la vidéo et en fait, non, c'est 3 minutes de combat acharné où on voit le Rafale faire des trucs de dingue et on s'aperçoit que, poussé vectorisé ou non... il est lourd, le F-22. Il est lourd. Il est quand même, il reste très agile, mais... il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on disait que le F-22 Raptor, il était imbattable dans tous les domaines de vol, absolument partout. Et là, on s'aperçoit, en BVR, ça reste le cas, mais là, en combat aérien pur. Et puis surtout, ce qui m'avait vachement étonné, c'était la négation complète des Américains. Parce qu'à l'époque, c'était sur le blog de M. Mercher, où ils en avaient parlé. Il y avait des photos des photos en question. Voilà, des photos. C'était des photos. Hein. Ah, c'était des photos. Okay. Et les Américains avaient dit oui, mais non, mais en fait, le 22, il avait des réservoirs additionnels. Donc voilà. Et puis du coup, Jean-Dominique, il avait ressorti d'autres photos de l'OSF du Rafale où on voyait clairement le 22 sans... Et en fait, il y a eu comme ça beaucoup de mauvaise foi. Et quand la vidéo elle est sortie... Alors la vidéo, on me l'a envoyée. Ouais. Et j'ai tout de suite appelé les gens de chez Dassault pour savoir si c'est possible de publier ça. Ils étaient gênés. J'ai appelé l'armée de l'air, l'escadron en question qui était déployé sur la base d'Al-Drafa à ce moment-là pour voir, il me semble que c'était bien cette base-là, si je pouvais publier la vidéo. Et je voulais m'assurer qu'il n'y avait ni secret industriel, ni secret défense. En gros, on m'a assuré que non, il n'y avait rien de tout ça, que personne n'accepterait de la publier, mais que ça ferait quand même franchement plaisir de la voir sortir. On ne veut pas que ça se sache, mais bon, si les savent, sortir si quand même. Voilà. Et donc j'ai publié ça et je l'ai sorti le premier jour du salon, ou la veille du salon de Bourget 2013. Ah ouais. Ça fait un tabac le truc, mais vraiment je peux imaginer qu'à l'époque tabac. J'avais eu 300 000 vues sur une chaîne YouTube que j'avais créée à l'occasion. Je faisais pas, moi j'avais mon site, et puis du coup mon blog est devenu un site. Il y a des gens qui m'ont rejoint. On a travaillé sur un espèce de mode associatif. On avait des rédacteurs spécialisés dans différents domaines que je salue s'ils me reconnaissent et s'ils veulent reprendre contact avec moi, ça serait un grand plaisir. Et puis j'ai eu un gros coup de ras-le-bol à un moment donné, puis j'ai tout laissé tomber. J'ai commencé à écrire pour Airfan, je faisais les actualités sur Airfan. Alors ça, Airfan, c'est le magazine des armées ou je dis une connerie? Non, c'était privé. Hein, c'est privé. Mais ça continue toujours Airfan? Ça continue, ça s'est arrêté à un moment donné, ça continue toujours aujourd'hui. Salutations à Olivier Cabiac. Ça continue toujours à bout de bras, hein, parce que la presse écrite, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué.
Et puis j'ai eu des petits soucis perso. Bref, j'ai repris mes études, j'ai été loin de la famille, tout ça. Bon, j'ai eu un gros coup de ras-le-bol. J'ai tout arrêté et j'ai coupé complètement contact avec tout le milieu aérien pendant 6 ou 7 ans. Ah oui, quand même, une grosse pause. Une grosse pause. Et parce que je pouvais plus, je ne sais pas faire à moitié. Et j'ai passé énormément de temps et juste, j'avais plus le temps. Il fallait que j'écrive un mémoire, je me remariais. Bon, bref, perso. Et je ne savais pas concilier la passion, plus le travail, plus les études, plus la vie de tous les jours. Ça commence à faire beaucoup. Et puis là, il y a bientôt 4 ans, un copain qui est un excellent journaliste, qui travaillait avec moi, est devenu rédac-chef d'un magazine. Lequel C'était DevTech. Je peux en parler parce que il a fermé genre il y a 2 mois. Ça fait partie de... DevTech, on te salue. Salut copain. Ouais, c'est pas le même. C'est fou, ok. C'est donc un magazine, un papier, un magazine papier. C'est de la même maison que DSI. DSI. Défense Système International. Défense Sécurité Internationale. Okay, pardon. Il est connu avec Joseph Enrotin. Et donc, il y avait ce magazine là-dedans. Et celui-là s'est arrêté. DSI continue parce que ça marche très très fort. Ce copain-là, il est parti chez Mer et Marine, qui est un excellent... je sais pas comment on peut dire, c'est pas un quotidien parce qu'ils font sur Internet. Ouais. Et en fait, il m'a recontacté en me disant, c'est un des rares avec qui j'avais gardé contact. Et il m'a dit, tiens, ça t'intéresserait pas d'écrire sur un sujet, c'était sur le sujet de la 5e génération. Est-ce que le F-35 en fait partie? Non, en fait... c'est que c'est un sujet... Selon moi, la 5e génération, ça n'existe pas. C'est un concept fumeux qui est une simplification et un truc marketing. Et alors, je l'explique parce que donc, sur mon site à l'époque, il y a plus de 10 ans de ça, j'avais écrit un papier pour retracer... j'ai fait un travail d'historien sur comment est apparu ce terme-là. Pour situer les gens, et moi aussi, la 4e génération, on pourrait dire que c'est Rafale ou c'est même pas? Bah non, c'est là que ça bon, on pourrait aborder le sujet pendant longtemps, mais grosso modo, pendant des années, aujourd'hui, il y a une espèce de forme de consensus qui dit que la première génération de combat, ce sont les avions de combat à réaction qui sont arrivés pendant ou immédiatement après-guerre. Et ensuite, ils ont catégorisé, ils ont fait des classifications. 2e génération, il y a ceci qui est apparu, etc. Les avions supersoniques, etc. 3e génération. 4e génération, on avait les avions avec des radars, des missiles à longue portée, tir oblique, Foxtrot, etc. Et puis... mais à l'époque même où ces avions étaient apparus, on ne parlait pas d'avions de 1e, 2e, 3e génération. Il y avait... beaucoup de publications de différents historiens ou de commentateurs, d'académiciens qui parlaient des avions, et dans leurs travaux de recherche, ils avaient besoin de catégoriser un peu les choses. Et donc, on trouve plusieurs travaux différents où, en fonction de ce qu'on met dans les catégories, par exemple, il y en a un qui disait que déjà le Mirage 3 à l'époque, c'est un avion de 4e génération. Et même voire ou de 3e ou de 4e en fonction de quelle version du Mirage 3 on prend, parce qu'il y a eu différentes évolutions qui font qu'ils ne sont pas dans la même. Voilà. Et, mais à l'époque, on faisait un avion, il avait une durée de vie, pas comme aujourd'hui, de 40, 50. Durée de vie 80 ans pour la Puis il y avait une grosse évolution technologique aussi. Et puis les avions, on les remplaçait rapidement parce que c'était la plateforme qui comptait. Les performances de l'avion pur. Maintenant, aujourd'hui, c'est les systèmes. C'est les systèmes parce que, on peut prendre un F4 Phantom aujourd'hui, il resterait pertinent si on le mettait à jour avec tous les systèmes. Mais à une époque où c'était la performance pure qui était mise en avant, c'est ça? Mais dans les années 90, avec la fin de la guerre froide, les industriels américains se sont trouvés confrontés à une situation économique compliquée, puisqu'il y avait des réductions de volume. Et il y a un gros lobby quand même important dans tous les pays où il y a de l'industrie militaire, mais aux États-Unis, ça embauchait quand même des centaines de milliers de personnes. Et il fallait réussir à pouvoir justifier le lancement d'un nouveau programme, qui était le F-22. Et donc, alors on va dire partout que c'était pour contrer le Sukhoi 27, etc. Le F-15 était déjà excellent pour ça, mais il fallait un nouvel avion vraiment de supériorité aérienne ultime, et il fallait vraiment le vendre comme étant Et à l'époque, on ne parlait pas encore d'avion de 5e génération. Et donc j'ai retracé l'apparition de ce terme-là
Et c'est à cette époque-là on retrouve par rapport à cet avion alors plus ou moins, c'est une façon de le vendre. En gros, c'est un terme marketing. En fait, ils ont transformé ça en terme marketing. À la base, c'était une façon de catégoriser les avions dans des buts de recherche académique. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, dans l'US Air Force d'abord, mais ensuite Lockheed Martin a repris le truc en disant voilà, ça sera un avion de nouvelle génération. Et comme avant c'était la 4, maintenant c'est la 5. Et ça a une logique. Je veux dire, vous remplacez un avion. Avant le F-22, il y avait le F-15 et avant le F-15, il y avait le F-4. Voilà. Donc on peut dire 3e, 4e, 5e génération. Ça reste logique. J'ai un avion de nouvelle génération, celui qui va remplacer l'autre. Ouais, c'était un terme surtout pas mal utilisé à l'époque, parce que moi je vois dans la branche civile, quand on sait que à la même époque, fin des années 90, les Boeing 737-800 notamment étaient appelés NG, nouvelle génération, par rapport à la génération ancienne. C'est une façon de, je sais pas, d'un terme qui a été... bon exemple, c'est comme si je te dis, au bout d'un moment, il y a Boeing qui a décidé que le 737, c'est un avion civil de 8e génération. Voilà. J'ai un truc débile. Et on va prendre les caractéristiques du 737 pour dire voilà ce qu'est un avion de 8e génération. Voilà. Et maintenant, tous les avions qui n'ont pas ces caractéristiques-là, je sais pas, ailes en flèche, avec les moteurs, machin comme ça, les rangées de sièges comme ça, etc., ça ne sera pas des avions de 8e génération, ça sera des avions de 7,5 génération, voire 7 plus. Et en fait, ça n'a aucun sens. Non. Et je dis pas qu'un avion de 5e génération est plus ou moins bon qu'un avion de 4e génération. Je dis juste qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Ouais, c'est pas, il faut pas comparer les caractéristiques, les doctrines, etc. Et là, on peut parler, mais il faut arrêter de se... Parce que là, dans l'esprit des gens, très concrètement, un avion de 5e génération, c'est mieux qu'un avion de génération 4. Et si on creuse un petit peu le pourquoi du comment, le seul truc qu'on peut réussir à peu près à sortir du lot, c'est parce qu'il est furtif. Ouais. Alors dans ce cas-là, du F-22, bien sûr. Et du F-35. Et du F-35 surtout. Mais qui est, même le terme furtif, moi je reviens dessus, c'est un terme un peu fourre-tout. Ok. On ne peut pas dire c'est un avion furtif. Alors, dans l'esprit des gens, pareil, un avion furtif, c'est un avion invisible. Comme nous l'avons vu à Hollywood. Et voilà. Il y a différents types de furtivité, de degrés de furtivité. J'imagine qu'un avion n'est jamais 100% furtif. Mais il y en a d'autres qui s'en sortent mieux que d'autres. Et le F-22, est-ce qu'il est bon ? Enfin, il a encore un intérêt dans l'armée américaine avec le F-35 ou pas ? Complètement. Déjà, c'est un complément. Je veux dire, le F-35 a de très mauvaises capacités de combat et pas prévu pour. Comment ça se passe justement Pardon, je vais me faire incendier. Pas mauvaise. Non, mais c'est pas un avion de supériorité aérienne, c'est pas un avion prévu pour faire du combat air patrol, c'est pas un avion prévu pour faire de l'interception parce que c'est con, c'est pour un avion qui était censé tout faire. Il fait tout. Mais dans l'esprit des Américains, ils avaient par exemple avant, dans les générations 4, ils avaient le F-15, le F-16. Le F-15 pour la supériorité aérienne, le F-16 l'avion à tout faire, et puis pas cher et facile. Qui faisait aussi de l'interception, etc., mais moins bien que le F-15. Et le F-22, c'est l'avion de supériorité ultime. Voilà, c'est pas que le F-35 ne peut pas le faire. C'est qu'il n'est pas fait pour faire ça. Il a été fait pour faire à peu près tout le F-35, mais il est moyen à peu près partout, parce qu'en plus avec soit la marine... Le Rafale aussi. le Rafale, il est moyen partout ? Non, c'est ce qu'on disait... Au début. Bon, quand même, comme il disait bon à tout... mauvais à tout, bon nulle part, un truc comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Là, on le voit, la différence entre les deux. On ne se rend pas compte, mais le F-22, il est beaucoup plus massif que le F-35, c'est-à-dire en termes de plus gros, en termes de masse. On le regarde sur le côté, déjà il a une apparence moins massive au contraire. Il paraît plus petit, il paraît plus fin. Parce qu'il n'y a pas l'échelle, mais il est plus fin parce qu'il est bimoteur, donc il est plus plat. Et là, tu penses que c'est pas un F-35 avec de la marine là qui peut. Je vois de plus près, mais. On peut pas. Tu vois, c'est pas évident à dire, mais il me le faudra en plus gros pour faire la différence entre les trois. Où est-ce que j'ai lu un... En gros, si tu vois une petite bosse au-dessus de l'entrée air gauche, c'est un A parce que c'est l'emplacement du canon. Si tu vois que derrière le cockpit c'est très gros, c'est un B parce que c'est la version à décollage court, atterrissage vertical. Et là tu le verras pas, si les ailes sont plus grandes, c'est la version C.
Qui se pose sur les porte-avions. Qui s'écrase sur porte-avions. Comment il s'en sort en ce moment? C'est pas malin ce que je dis. Hein. C'est les avions navals. Avions navaux, je sais pas. Oui, ça vient de la marine. Les avions qui à ponte ne font pas d'arrondi. Ils s'écrasent littéralement. Ils sont plus costauds, hein, mais c'est impressionnant. Il y a une vidéo qui est marrante à voir. Qui est tournée. Comment s'appelle cette base à côté de Los Angeles, cette énorme base américaine où ils font les red flags. Ah, bah Annelis. Annelis, voilà, merci. Où on tape différence US Air Force, US Navy. On voit des F-16 et des F-15 qui se posent tout en douceur en kiss landing, et puis on voit les Super Hornets qui arrivent. Boum. En même temps, les mecs, on leur a appris à se poser sur combien ça fait un porte-avions 150 mètres, 200 mètres de long à plus de 300 km/h. Je peux comprendre. Il faut viser l'équivalent d'un terrain de tennis c'est ça, en longueur, parce qu'en largeur, ils ont entre 1,5 mètre et 2 mètres de marge de chaque côté. Parce que je sais que nous, dans l'aviation civile, quand on dit qu'on va se poser sur des terrains courts mouillés où c'est un peu compliqué, entre guillemets, ah bah là voilà. Ah bah ouais. Les bourrins. Mais c'est bien, c'est que juste avant, normalement, il y a une vidéo où on voit un soft landing. Oh, merci la réalisation. Ah oui, il va falloir que je joue tes services, hein, parce que moi, mes lives à moi, c'est tout pourri. Hein. Mais lui c'est le F-35, hein, il est cher. Hein. Mais il est plus efficace que l'avion quand même. Ce que je vais te demander, il sait faire des trucs quand même. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'il bug? Est-ce qu'il plante en vol, lui? Non, il plante pas en vol, mais au début, la conception prend un peu de temps, mais une fois qu'il est certifié, il est opérationnellement parlant, il est très 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 efficace. Disons qu'il fallait quand même avoir le matériel pour se lancer. Voilà, il fallait débuter avec. Il fallait voir l'état du matériel. Voilà, parce que moi, je suis plutôt, on va dire, je suis un F4 à la base. Tu de la fumée? De la fumée et grosse puissance. Bruit. Je monte très haut très vite, mais après derrière ça vibre beaucoup. Mais voilà, Jonathan, c'est la 5e génération et justement c'est ce qui nous amène. Et là-dessus, il est très 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 bon et c'est son métier d'ailleurs. Et voilà, il fait ça très bien. Je voulais juste. J'ai pas fini sur mon histoire. Donc j'ai sorti la vidéo là. Je reviens en arrière. Oui, sur ton parcours. Donc toi, tu avais sorti cette vidéo, ouais. Donc du coup, j'ai réécrit il m'a demandé de faire une mise à jour de cet article sur la 5e génération que j'ai publié sur DevTech. D'accord. Et ça t'a redonné le goût ça m'a redonné le goût parce que non seulement j'écrivais quand je voulais, sur le sujet que je voulais, au rythme que je voulais, et en plus j'étais payé. Mais je pense que, mais comme on dit, hein, je pense que le mieux c'est de se lancer dans l'édition et être rédacteur en chef d'un. Ouais, alors rédacteur en chef, non. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est un métier. Il y a un truc par contre qui est hyper chiant quand on écrit sur un papier pénible, pardon, par rapport à Internet, c'est qu'il faut rester dans un format. Il faut pas être ni trop long ni trop court. C'est X milliers de caractères par page. T'as 4, 6, 8 pages, et puis après le rédacteur chef finira en fait, je refais mon chemin de fer, j'ai 2 pages en moins, faut raccourcir. Il n'y a rien de pire que de raccourcir. 96 pages maximum sur certaines revues. Tout est codifié. Alors c'est pour ça que nous on a cet avantage, et le live que tu fais aussi, parce que tu es sur les réseaux et sur YouTube notamment, où tu fais des lives de manière assez régulière. Tu essayes de faire ça tous les combien? Je me suis lancé sur YouTube l'année dernière, fin d'année d'avant, plus exactement. Fin 2024. Pour 2 raisons. La première, c'est que je sais pas si tu connais Astronogeek. Oui, j'ai vu, il m'énerve ce mec-là, vraiment il m'énerve. Et Jo, il commence... Tu le connais Astronogeek. Astronogeek un peu moins. Moi, je suis plutôt fan Hugo Lissoir. Plutôt pote avec Hugo Lissoir. Hugo Lissoir, mais lui, Hugo, c'est de la. Non, moi, j'adore. Je dis ça en déconnant. En fait, ce qui s'est passé. Je vois ce qu'il fait, lui, et je peux comprendre ce qu'il y a des trucs. Il fait de l'astronomie, de moins en moins. Il s'étend sur les sujets, il fait beaucoup de vulgarisation. Je suis abonné à sa chaîne, j'adore ce qu'il fait. Et un jour, il a été invité par le directeur de la DGAEV, donc Direction Générale de l'Armement, essai en vol, pour assister à un essai très atypique. Il voulait certifier le ravitaillement body-body. Donc le ravitaillement body-body dans la Marine nationale, c'est une nacelle de ravitaillement avec un panier souple qui est fixé sous le Rafale. Ah oui, donc c'est Rafale, c'est ça. Et qui fait Rafale. Ouais, c'est ça, Pas que Rafale. Il fait aussi Rafale. Le nouveau Hawkeye qui a été acheté par la Marine nationale, il est ravitaillable en vol. Et pour le ravitailler
C'est un Hawkeye. Qui est-ce qui le fabrique? C'est toujours un E2. C'est Grumman. C'est toujours le E2, mais c'est une version modernisée. Ouais, là on avait le 2C et là on a acheté 3 E2D. Ok, je ne savais pas qu'il avait. Je dis Grumman, mais je ne sais même pas si le nom Grumman existe toujours. En tout cas, à la base, c'était eux. Voilà. Et donc, pour certifier la capacité du Rafale M à pouvoir ravitailler en vol des Hawkeye, comme le ravitaillement en vol se passerait à une vitesse plus faible que sur celle d'un autre Rafale, et ben en fait, ils ont fait des essais de ravitaillement avec un A400M. C'est-à-dire qu'il y a des photos ou des vidéos qui traînent où on voit un Rafale M ravitailler un A400M. Je ne sais pas si on mesure. Pour l'idée, c'est un tout petit avion qui est un gros avion. Un gros avion. Voilà. On a souvent vu l'inverse, mais dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut voir un Rafale M qui ravitaille des A400M, qui ravitaille des Rafale. Ce serait rigolo. Oui, tu vas faire une triple. Et ça s'est bien passé, ça fonctionne l'idée. Ouais, ça fonctionne parce que la problématique, c'est bien expliqué dans sa vidéo, c'est pour savoir parce que la nacelle. Le déroulement du tuyau, le fonctionnement de la pompe, etc., fonctionne avec une petite hélice qui est devant la nacelle, qui tourne, fait l'alimentation. qu'on voit. Et comme ça tourne moins vite, est-ce que ça va bien marcher? Ça a bien marché. Bon, bref, pour revenir à cette digression dans tous les sens. Et en fait, ce qui fait qu'il a fait cette vidéo-là, c'est qu'il est allé à un meeting, je crois, à la Ferté-Alais ou quelque chose comme ça, et le mec l'a reconnu. Et il a dit, tiens, j'adore ce que tu fais, ça t'intéresserait pas de venir à Istres faire des essais? Alors, évidemment. Bien évidemment, une place en... Ouais. Et moi, je me suis dit, moi de mon côté, ça faisait à ce moment-là 2 ans que j'avais repris des écritures dans des magazines. J'ai pas fait que DevTech, j'ai repris Airfan. J'ai connu Alexis Rocher qui m'a contacté. Il voulait que j'écrive des articles sur Planète Aéro. D'accord. Ils sont là. Éditions dans la rivière. Hein, ils sont là. Aéro, Et donc. J'avais envie, moi, de refaire des reportages. Parce que la première année où j'ai fait pour DevTech, j'ai pu aller faire 2 reportages, des ASSP à Landbyway, donc appontage simulé sur piste sur une... Joli. C'est vraiment très sympa. On est au bord de la piste. On est sur la piste. Et puis les mecs, ils doivent arriver comme des bourrins. Hein. Pour eux, non. Hein. Ils sont à la limite du minimum de la vitesse. Mais quand on se retrouve avec un Rafale qui met plein gaz à... même pas 10 mètres de soi. Putain, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais j'imagine bien. Donc j'ai fait ça m'a plu. Le mec a lu mon article, a dit c'est génial. Il m'a appelé, je reçois un appel avec un numéro masqué. Et le gars il me dit j'ai lu ton truc, ça sent le passionné, c'est vachement bien. Écoute, je peux pas rester longtemps parce que je t'appelle depuis le porte-avions là, mais faudrait que tu viennes. Moi c'est un rêve. J'ai pleuré, ma femme est rentrée, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait il m'a invité à aller sur le porte-avions. Alors c'est toujours pas fait, mais j'ai passé toutes les étapes de validation et maintenant je suis en liste d'attente. C'est compliqué pour aller sur, surtout en ce moment, je pense que la situation fait que les visites. Donc j'attends ça fébrilement. Et puis j'ai pu faire un 14 juillet sur un coup de bluff, coup de bol on va dire, dans un CASA de l'armée de l'air. Bimoteur de support. De transport. Ouais, c'est ça, transport. Un CASA C295, la réalisation va nous mettre ça, voyons, 3. Ouais, 2, si tu trouves. C'est construit en Espagne, à Séville. Par la branche d'Airbus, c'est Airbus Militaire. Et voilà, le CASA qui nous arrive. Et je vais te mettre le retour en direct après, il faut que tu me retrouves ta Voilà, le CASA. Alors ça, c'est un CASA particulier, celui-là. Avec moi, radar. Ça, j'ai pas le détail. Le CASA armée de l'air, ça, c'est une version qui s'est jamais vendue. Hein. Ouais, je pense que c'est la première fois que je le vois. Mais il va chercher comme ça des infos, justement, que personne n'a. Voilà le CASA, qui est un bimoteur. Et donc, tu as fait le 14 juillet à bord. Parce que lui, il a la porte arrière qui se baisse aussi. Ah ouais, alors moi, j'ai osé, j'ai demandé. À la base, je voulais même pas y aller. Je me suis dit, parce que j'avais déjà fait du CASA C295 sur des journées médias, gréé en mode VIP. Alors VIP, c'est juste ils mettent des sièges à la place des banquettes métal toile. Mais ça fait toujours autant de bordel et ça vole toujours aussi lentement et en plus en basse altitude, donc ça tape un peu. Et voilà, c'est mieux.
On sait toujours pas de l'armée de l'air, mais on prend quand même. C'est bien, mon Jojo, c'est bien. Je vais l'énerver. En plus, il a l'air costaud. Donc je veux même pas qu'il se lève. Ouais, et puis surtout, j'ai besoin de lui jusqu'à la fin de la journée. Sinon, comme il... Après, t'as de la chance, je suis blessé, j'ai mal au côte, donc je peux pas bouger. Ouais, il peut en profiter justement. C'est le moment. Vas-y. C'est maintenant. Mais et donc, ok. Et c'était une super expérience, j'imagine. Ah bah super. En fait, je voulais pas y aller parce que je pensais qu'ils allaient mettre plein de journalistes là-dedans. Ouais. Et que ça allait pas avoir beaucoup d'intérêt à faire un vol. Surtout que faire un vol à basse altitude là-dedans sur un 14 juillet. Moi, je serais malade. Ah ouais. Je pense un 14 juillet en été. Il y avait un mec du Sherpa, un jeune qui nous accompagnait, il était blanc comme un cul. J'ai cru qu'il était mort. Il y a une photo qui est très rigolote. Mais bref. Et bon, j'ai quand même demandé au Sherpa, il y a moyen d'ouvrir la porte en vol. Elle me dit, je reviens vers vous. Elle me dit, il faudra voir avec les équipages sur place. Mais en tout cas, pas au-dessus des Champs-Élysées. Je peux comprendre. En plus, ce jour-là, il y avait Macron et Narendra Modi. Ouais. Ce serait quand même bête qu'il y en a un qui se prenne un appareil photo sur la tronche. C'est lourd. Ça coûte cher. Ouais, puis à la vitesse. Et puis quand on est arrivé vers l'avion, déjà, j'étais étonné, c'est qu'on était que 2 journalistes. Ouais, c'est plutôt agréable. On était 4. Il y en avait 2 sur un C-130 et 2 sur un Casa. Et j'étais content d'être dans le Casa parce que dans le Casa, il y a des hublots. Ok. Bon, il faudra dire à l'armée de l'air que ce serait bien de laver les hublots de. Ah ouais, à chaque fois qu'on fait des. Pourtant, ils ont sont abîmés, tout ça. Bon, c'est normal. Hein. C'est pas fait pour faire de la photo. Ouais, enfin bon. Mais après le 14 juillet, enfin après le défilé sur les champs, quoi. Ouais. Sur le retour sur Évreux, ils ont ouvert la rampe arrière et j'ai pu faire des super photos de ces 130. Ok, super. Et d'autres casas. Super expérience. Et tes photos, on peut les voir où alors sur ta chaîne YouTube Ou c'est des photos perso? Non, c'est des photos que j'ai mis dans un article. Ouais. Mais oui, je crois qu'il y a une des vidéos où j'en parle et je mets. Ah bah non, je suis bête. Ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, qui est toute pourrie parce que c'était pas fait pour. Je me suis dit, je vais garder ça en souvenir. Et les quelques rushs que j'avais fait avec mon téléphone tout pourri et mon appareil photo, je les ai mis sur alors ouais, j'ai dû faire 700 vues dessus, c'est complètement confidentiel. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, j'ai fait des ASSP à Landivisio cette fois-ci. Et là, j'ai dit, cette fois-ci, je vais essayer de filmer un peu, voir ce que ça donne. J'étais allé avec un copain, collègue dans l'informatique, et dans la boîte où j'étais, je savais pas qu'il faisait ça. C'était un mec de la cybersécurité. C'est des mecs avec qui généralement on n'est pas trop copains. Et un jour sur une réunion, il a fait un alt-tab et puis j'ai dit j'ai vu un Rafale là. Ah bah tiens, bah ouais, c'est ma vidéo là. Ah voilà, il a trop. Voilà, il est bon hein. Super. On voit la porte arrière. Si t'avances un petit peu, tu vas voir le passage au-dessus de Paris, la Tour Eiffel, mais surtout à la fin, il y a 3-4 jolies photos que j'ai faites. Voilà, t'as le décollage. J'étais dans le cockpit, c'était sympa. Qu'est-ce que je les trouve ils sont fatigués. Ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est un C-130 en face. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont volé au-dessus de Paris. Légalement. Ouais, alors en disant écoute, j'avais un A330 devant, j'avais un Casa à ma droite, un C130 et derrière moi j'avais un A400M. Ok, bon, descends du manège, garçon. Et non, je n'étais pas dans un manège. Il faut savoir que là j'étais assis donc avec les 2 pieds devant. Le mec à côté de moi, il était vachement grand, même dans le Casa, il était plié. Pourtant, il n'est pas si petit que ça. Et j'ai la peur du vide. Terrible. Ah ouais. Donc moi, j'ai demandé qu'on ouvre la porte parce qu'il faut la faire, l'expérience. Et je me suis approché. Il n'y a rien sur le côté, c'est le vide. Donc c'est un peu sombre les photos là sur le truc. Mais elles sont sympas. Et du coup, je me suis mis assis sur la rampe. Je me suis tenu à lui. Je me suis mis assis sur la rampe et j'ai avancé sur les fesses. Alors, je vais pas. Et heureusement qu'il n'y a pas de. Il s'est pris pour pilote Top Gun là, le gars. Ça, c'était l'équipage. Super sympa. Ouais, c'est l'équipage. Ok. Et qu'est-ce que tu viens faire sur le salon là? C'est quoi en tant que passionné? C'est quoi qui te fait qu'est-ce que tu recherches des objets en particulier ou tu viens pas du tout pas du tout. C'est la première fois que je viens à Aerocollector. J'ai rencontré Philippe par hasard. C'est lui qui m'a contacté. Donc c'est l'organisateur. Bien sûr. C'est lui qui m'a contacté pour voir si je voulais pas mettre un stand. Je dis que moi j'avais rien à vendre, mais que le peu que j'avais, madame serait bien d'accord que je m'en débarrasse. Et puis j'ai dit tu veux pas que je te fasse de la pub plutôt. Et puis c'est parti comme ça. Donc j'ai fait une petite pub pour Aerocollector. Et puis voilà, je suis allé, je me suis dit je vais rencontrer plein de monde, je vais rencontrer des trucs intéressants, surtout pour
pas, pour faire des petits cadeaux sur ma chaîne, faire de la publicité. Ouais, n'hésite pas, hein, ta chaîne. C'est Bruno Aviation, ta chaîne. Bruno Aviation, tout simplement. Allez voir, et donc tu fais des lives, tu parles d'aviation militaire. Je fais un peu de live parce que je suis nul en production. Si vous allez voir mes lives, c'est plutôt du podcast, hein, c'est mieux de les écouter que de les regarder parce qu'il n'y a rien à voir à part des gens qui parlent. Par contre, les reportages que je fais ou les vidéos que je fais, alors je me suis lancé l'année dernière, enfin l'année d'avant du coup. J'ai bien, là, ces dernières vidéos en termes de qualité, c'est mieux. D'accord. Mais voilà, c'est plus pour le contenu que voilà. Donc maintenant j'ai du son qui est correct, j'ai de l'éclairage qui est correct, j'ai de la vidéo qui est correcte. Ça monte en gamme, il faut. Ça monte en gamme, il faut le temps et puis il faut l'argent. Ça coûte du pognon, mine de rien. Je vois tout ça là. C'est dommage qu'on puisse pas faire un retour pour voir ton installation parce qu'elle est. Je vais prendre une photo. Tiens, on va faire. Franchement, j'étais sur BFM TV, ils sont pas mieux équipés. Parce que c'est BFM, voilà, c'est des gens, on les embrasse. Normalement ils m'ont invité là pour faire 14-15 heures et je leur ai dit non, je peux pas là. Oui, c'est le week-end. Je suis invité. Écoute Bruno, avec grand plaisir de pourquoi pas se recroiser dans ce. Nous on va, tu vois, ces gens de. En fait, ça c'est un test aujourd'hui, c'est pour faire un. En fait, j'aimerais bien peut-être aller pourquoi pas suivre les salons aéronautiques et les meetings aériens, de mettre un plateau comme ça, pourquoi pas avec des organisateurs, tu vois, à la Ferté, où c'est justement ça c'est un test et je leur montrais ce qu'on fait, voir si ça les intéresse, de se mettre. Ce qu'on aimerait bien, c'est que tu vois, il y a l'entrée là et d'être un peu plus proche de la foule, un peu comme l'époque de France 3 quand ils faisaient les trucs le midi, tu sais, en été. Les radios font ça aussi. Les radios, voilà, au salon de l'agriculture. Et pourquoi pas un jour, le Graal, c'est bien sûr le salon du Bourget dans un an. Non, c'est les années impaires. Ouais, c'est 2026. Donc c'est 2027 et pourquoi pas un jour leur proposer ça aussi. Et de faire ça, voilà, donc c'est l'idée, c'est un premier jet, voilà ce qu'on peut faire. Et des contacts. Oui, c'est pour ça avec Philippe, on va en avoir. J'ai le tien maintenant, tu m'avais appelé la dernière fois, on va en discuter. Et puis voilà, d'essayer de mettre ça en place de manière plus régulière et de trouver en fait. Puis après, bien sûr, de sponsoriser tout ça parce que, comme tu l'as dit, ça coûte une blinde et que Jonathan qui est là est bénévole aujourd'hui et coûte extrêmement cher. Il coûte extrêmement cher. C'est un F-35, on vous l'a dit. C'est pas un F-22 parce qu'il est quand même un peu plus. Non, je sais pas. Le F-22 est plus fin, c'est ça? Je sais pas lequel c'est. Lequel, on va dire. Bon, c'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse en tout cas. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et pourquoi pas. C'est sympa. Tu vois, de ça. Alors là, on prend les. Là, parce qu'on avait parlé ensemble et on t'avait dit que tu venais. Et c'est une bonne chose. Voilà, de parler. En fait, c'est ça. C'est de venir faire un micro ouvert, de discuter. Parce qu'on n'a pas vraiment de programme aujourd'hui. Mais à terme, ce serait d'avoir un programme. Et pourquoi pas, toi qui es dans l'aviation militaire, justement, de me dire si un jour tu as des idées, des gens qui veulent venir en discuter et pour t'éviter la lourdeur, tu sais, de toute cette installation, on fait un live sur un salon, sur un endroit, tu viens interviewer la personne que tu veux, moi je suis avec toi, on l'interviewe à deux et on diffuse sur nos deux chaînes en direct sur YouTube. Pourquoi pas, et tu vois, comme ça, toi tu as l'avantage d'arriver avec un setup déjà fait et c'est ça l'idée, c'est d'amener déjà de faire des collaborations parce que je trouve que c'est essentiel sur les réseaux. Et puis d'amener, moi j'y connais rien à l'aviation militaire, c'est pas mon domaine, pas du tout. On va bien se compléter. Et voilà, et c'est se compléter là-dessus et d'amener tes connaissances, tes réseaux, et pourquoi pas continuer. Si un jour on se recroise, si on refait d'autres salons, et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout en région parisienne, ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir également. Voilà. Et on va appeler, je sais pas si Philippe, on fait une petite. Comment tu te sens, mon Jojo? Eh bien, si tu veux savoir toute la vérité, j'ai besoin d'aller aux toilettes. On va faire une petite pause. Un petit café, voilà. Et on va faire une petite pause. Merci beaucoup, Bruno. Je te dis à très bientôt. Yes, et puis bon, tu viens d'arriver là au salon? Ah non, j'y suis depuis ce matin, l'ouverture. Okay. J'y suis jusqu'à ce soir, la fermeture. Ok, écoute, on sera là aussi. Je te dis à tout à l'heure. Allez, bon salon.